All right, thank you so much. I think we will start. Eh And bien, je crois que nous sommes sur le point de démarrer notre webinaire de manière officielle. thank you so much. Dear all distinguished ladies and gentlemen, Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. all to today's J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le thème « Mettre les technologies au service de l'alphabétisation dans le cadre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation ». by the UNESCO Cet événement est organisé par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'UIL, en tant que secrétariat de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. webinars for the Pour ceux first qui time. participent pour la première fois à cette série de webinaires, GAL is permettez-moi simplement de vous présenter l'Alliance GAL. C'est une alliance de 30 pays dans 16 pays associés dont le but est de promouvoir effectivement l'alphabétisation et le but est de mettre en place une plateforme pour l'échange de connaissances, de politiques pour améliorer l'alphabétisation dans les pays membres de l'Alliance GAL, mais au-delà également. J'aimerais simplement évoquer les deux précédents webinaires sur des thématiques particulières que nous avons lancées l'année dernière. Dans le premier webinaire, nous nous sommes concentrés sur le PASS. Il s'agit de l'enquête sur les compétences et les pratiques de la vie quotidienne. Il s'agit d'un outil qui est multilingue. Il est proposé par l'UIL au pays afin d'évaluer les compétences en lecture, écriture et calcul des individus âgés de 15 ans et plus. Lors du deuxième webinaire, la discussion s'est concentrée sur le multilinguisme et son rôle dans la promotion de l'inclusion, de l'éducation et de la cohésion sociale, avec la contribution de programmes d'alphabétisation prometteurs mis en œuvre dans les contextes multilingues de ces derniers pays. Nous avons eu le plaisir de compter plus de 150 participants au webinaire précédent et les enregistrements de ces webinaires sont d'ailleurs disponibles dans le lien de la boîte de messagerie chat. Si vous voulez d'ailleurs y avoir accès, les collègues qui sont ici présents partageront le lien sur la plateforme, le lien pour vous mener à ces webinaires. Aujourd'hui, nous poursuivons donc notre voyage de partage de connaissances et d'apprentissage collaboratif. Cette fois, nous allons nous focaliser sur l'utilisation des technologies et des outils numériques comme levier d'apprentissage et d'enseignement de la lecture et de l'écriture. Cet objectif s'aligne sur la stratégie GAL 2020-2025 qui se concentre sur 5 domaines pour faire progresser l'alphabétisation. Et donc, le but, c'est de promouvoir l'inclusion et la qualité de l'alphabétisation et de la numératie, encore une fois, dans les pays membres de l'Alliance GAL et au-delà. Il y a 2 grandes initiatives qui ont été menées à bien par l'Alliance GAL et le secrétariat. Il y a tout d'abord des programmes de formation qui sont disponibles pour les pays, qui mettent l'accent sur tout ce qui est indicateur de compétences pour améliorer l'instruction et l'apprentissage de l'alphabétisation. Dans ce cadre, nous avons déjà travaillé avec 4 pays. Et il s'agit donc du Nigeria, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire et du Bangladesh. Ça, c'était l'année dernière. Et il faut savoir qu'il y a un kit de formation et des modules qui sont disponibles en différentes langues, l'anglais, le français, l'arabe, le bangla et l'ourdou. Et actuellement, alors que nous lançons ce séminaire, nous sommes en train de poursuivre cette année la mise en œuvre du projet au Maroc avec le soutien de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Il s'agit de l'ANLCA, ainsi que le concours de l'Institut de formation au métier de l'alphabétisation, l'IFMA. Pour la poursuite de ce projet, nous espérons que nous serons en mesure de lancer un kit de formation qui est un véritable cours d'auto-apprentissage, qui est plus court et condensé, et chacun pourra se certifier grâce à ce kit pour ces modules de formation. La deuxième grande initiative de l'Alliance GAL, qui accueille les pays de l'Alliance et au-delà, met l'accent sur le cadre numérique pour la formation pour les éducateurs d'adultes. Il s'agit d'une autre initiative sur laquelle nous travaillons avec la collaboration de l'Université ouverte de Chine, de Shanghai. Et actuellement, nous mettons l'accent sur l'élaboration de ce cadre de compétences numériques, mais également sur un ensemble de modules de formation pour les compétences numériques de base dans différents domaines pour acquérir des compétences dans le cadre de ces programmes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais maintenant inviter notre directrice. Il s'agit de Madame Isabelle Kempel qui va nous faire ses remarques d'ouverture. Isabelle, je vous cède volontiers la parole. Eh bien, merci beaucoup.
Et je souhaite bien entendu la bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, où que vous vous trouviez aujourd'hui. J'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire aujourd'hui qui est organisé pour les membres de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter des opportunités qui sont offertes par les technologies pour améliorer les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Eh bien, dans cet univers de l'apprentissage tout au long de la vie, la technologie est un outil puissant qui s'intègre parfaitement dans notre vie quotidienne. Elle s'étend à différents domaines tels que la famille, l'école, la communauté, le travail. Elle fait tomber les barrières entre l'apprentissage formel et informel. Alors que nous sommes en train de traverser une période d'incertitude qui est marquée par des conflits, des problèmes environnementaux, des défis économiques, eh bien, la technologie peut être considérée à la fois comme un problème et comme un élément de la solution à ce problème. La technologie, en effet, domine de plus en plus notre vie, qu'il s'agisse de nos communications quotidiennes, de nos loisirs, de notre apprentissage ou de notre travail. Elle est essentielle pour accéder aux services publics tels que les soins de santé, l'emploi, la banque, l'éducation, etc. Les compétences numériques, d'ailleurs, sont de plus en plus nécessaires, tant d'ailleurs au travail qu'à la maison. Les technologies telles que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, continuent d'influer sur et de faire évoluer aussi notre opinion publique et remplacent les moyens qui sont plus traditionnels qu'on utilisait autrefois pour l'information et la participation en général à la vie sociale. Alors, d'un côté, on peut dire que le développement des compétences numériques nécessite un renforcement des capacités en lecture et en écriture, et l'alphabétisation est essentielle pour l'apprentissage tout au long de la vie à l'ère du numérique. Eh bien, on voit que selon les dernières données de l'ISU sur l'alphabétisation, ce sont environ 765 millions de jeunes et d'adultes dans le monde qui n'ont toujours pas ces compétences en lecture, écriture et calcul. Et parmi eux, 2 tiers sont des filles et des femmes. Une portion importante d'entre eux, d'ailleurs, réside en Asie du Sud, c'est près de la moitié, ou en Afrique subsaharienne, pour près de 30%. Mais sans la capacité de lire, d'écrire ou de comprendre un texte simple dans sa langue maternelle, il est pratiquement impossible d'encourager les compétences dites numériques. Les alphabétiseurs du monde entier, souvent, n'ont pas le bagage nécessaire. Ils n'ont pas recours non plus à une formation professionnelle continue pour intégrer la technologie dans l'enseignement de l'alphabétisation. Par ailleurs, les compétences numériques doivent faire partie intégrante de la définition élargie de l'alphabétisation à notre époque, en raison de la prédominance de la technologie dans notre vie. Malheureusement, selon le récent rapport de l'UIT, ce sont 33% de la population mondiale, toujours, qui n'est toujours pas connectée à Internet. L'accès aux différents dispositifs, aux appareils ou à l'Internet, tout cela est impératif pour le développement des compétences numériques. Sans cet accès, les individus, qu'ils soient jeunes ou adultes, ne pourront pas devenir des citoyens compétents en matière numérique. Cela signifie qu'ils n'auront pas la capacité d'accéder, de gérer, de comprendre, d'intégrer, de communiquer, d'évaluer ou de créer des informations en toute sécurité et de manière efficace grâce aux technologies numériques pour l'emploi, les emplois décents et l'esprit d'entreprise. Donc l'alphabétisation ne peut pas être accompagnée par des outils numériques si 3 aspects essentiels ne sont pas pris en compte. Il s'agit de la connectivité, de la capacité et du contenu. La connectivité d'abord, elle consiste à garantir un accès universel aux appareils et à une connectivité Internet. La capacité, quant à elle, fait référence aux aptitudes et aux compétences numériques essentielles dont ont besoin les éducateurs, les apprenants, les chefs d'établissement et les familles pour pouvoir soutenir leurs efforts d'apprentissage tout au long de leur vie. Le contenu, quant à lui, englobe la fourniture de matériel numérique de haute qualité, librement accessible sur les plateformes publiques d'apprentissage numérique, garantissant un accès équitable à des ressources d'apprentissage en ligne de premier ordre pour tous les apprenants. Les intervenants d'aujourd'hui exploreront justement ces 3 domaines et leurs imbrications, leurs interrelations. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des nombreux efforts déployés par l'UIL pour soutenir les pays dans leur travail de création de systèmes d'apprentissage tout au long de la vie, en particulier pour ceux qui manquent de compétences fondamentales en matière d'alphabétisation. Votre engagement auprès de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation contribue à cet échange d'idées et contribue à relever ces défis. J'espère que ce webinaire permettra non seulement de faire le point sur les programmes d'alphabétisation prometteurs fondés sur la technologie, mais qu'il servira également de source d'inspiration pour nous tous sur la manière d'exploiter le potentiel des outils numériques pour un apprentissage et un enseignement de l'alphabétisation plus efficace et plus inclusif. Je tiens à remercier les intervenants d'avance pour leur contribution à cet important travail.
J'exprime ma gratitude à tous les participants pour leur présence aujourd'hui à ce séminaire et je vous souhaite à tous une discussion riche et un échange d'idées fructueux. Merci beaucoup et je souhaite maintenant céder la parole de nouveau à ma collègue Rakat. Merci beaucoup, Madame la directrice, Madame Camp, pour avoir effectivement présenter ces quelques remarques d'ouverture. Alors, avant de vous présenter l'ordre du jour, j'aimerais quand même vous donner quelques informations d'ordre administratif. Tout d'abord, merci de noter que ce webinaire sera enregistré. Vous avez peut-être reçu une notification à ce propos. Des photos seront prises au cours de ce webinaire pour la promotion sur les réseaux sociaux de ce webinaire. À la fin de la deuxième session, si le temps le permet, nous aurons d'ailleurs une session ouverte de questions-réponses où les participants des pays de l'Alliance GAL auront la priorité pour poser des questions aux intervenants pour faire leurs commentaires. Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue pour poster vos commentaires et vos questions tout au long de ce séminaire. Enfin, merci de vous assurer que votre micro est en sourdine afin de faciliter le bon déroulement du séminaire. Alors, je reviens maintenant à l'ordre du jour. Nous allons commencer par la session numéro 1 et nous allons découvrir ensemble les initiatives nationales qui ont intégré les technologies et les outils numériques dans l'enseignement de l'alphabétisation. Et plus tard, au cours de la session 2, nous participerons à une table ronde sur l'impact et le soutien de la technologie dans l'alphabétisation du point de vue de la recherche et du secteur privé. Ma collègue Tidiane Chal du bureau de l'UNESCO à Dakar au Sénégal animera la session 1 sur les initiatives nationales d'intégration des technologies et des outils numériques. Tidiane, j'aimerais vous inviter à bien vouloir vous présenter en qualité d'animateur ou de modérateur de cette session. C'est à vous, Tidiane. Bonjour Rakat, bonjour à tout le monde ou bonsoir selon le fuseau horaire. Et je suis donc Tidjane Sall, coordonnateur du programme CAP-ED au niveau du bureau multisectoriel de l'UNESCO à Dakar. D'emblée, je voudrais remercier la GAL pour avoir associé le bureau multisectoriel de Dakar, remercier également les intervenants pour leur générosité et également remercier la GAL pour la confiance placée donc en notre modeste personne. Alors, quelques évidences, je crois que ça a été déjà dit par la directrice sur la centralité du numérique aujourd'hui comme une des compétences dans le cadre des référentiels de compétences et de détermination de l'analphabète, du critère donc, de définition de l'analphabète ou de l'alphabet dans le monde. Si nous continuons déjà, aujourd'hui, nous continuons à utiliser des supports physiques dans le cadre de nos interactions pédagogiques, il est évident que de plus en plus le digital prend sa place dans le cadre de nos espaces pédagogiques. Et de cela, nous pouvons citer les plateformes, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, mais également des médias classiques comme la télévision et la radio. Mais est-ce que c'est le cas partout dans le monde? Je crois que c'est à cette question que nous tenterons de répondre en partageant donc l'expérience de certains des 30 pays de la GAL dans la dynamique de consolidation et de construction de la société de savoir conformément aux idéaux donc, de l'UNESCO. Sans tarder, nous allons donc passer la parole à 4 pays qui vont partager leurs expériences. Il s'agira du Maroc, de l'Indonésie, du Sénégal et de l'Inde. Juste rappeler les dispositions pratiques, comme l'a fait tout à l'heure Rakat. Il est possible de réagir dans le chat, mais qu'il y aura un moment de partage donc de questions-réponses qui seront adressées aux différents animateurs. Merci juste de préciser à qui la question est adressée. Également, aux intervenants, vous aurez droit à 8 minutes pour présenter donc votre intervention. Donc, sans tarder, je donne la parole à l'intervenant du Maroc. Il s'agit de Madame Tifriti, excusez-moi si j'ai écorné votre nom, de l'Institut de formation au métier de l'alphabétisation. So we will give the floor to our Moroccan representative. Unfortunately, the interpreter hears her voice. Merci beaucoup. Vous avez la parole donc pour 10 minutes. We're trying to fix the problem. Merci beaucoup, Monsieur Tidiane. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je remercie l'UL, l'UNESCO We'd like to thank et UAL, également UNESCO. pour cette présentation, pour cette invitation. Donc, je partagerai mon écran, si vous permettez. Ah, d'accord, ça serait fait.
Excusez-moi, Tifitri, je pense qu'il y a un problème avec l'interprétation. Donc, on va essayer de régler ça. D'ailleurs, c'est mon collègue Antoine qui va partager l'écran. Ou alors, si c'est souhaité, voilà, c'est aussi possible comme ça. Je peux le partager si ça ne dérange pas. Oui, bien sûr, pas de problème. Oui. Est-ce que c'est Euh, bon, là? Je pense que l'interprétation n'est pas encore revenue. Je vois votre écran. Très bien. Est-ce Allez-y. que le Est-ce que technicien, est-ce qu'il l'interprétation a est pu réglée? Oui. remettre l'interprétation? Donc, je remercie Gal pour associer le Maroc en tant que pays membre et Un l'Agence instant, s'il vous nationale de plaît. lutte. Oui, Un instant, ok, s'il vous plaît. ok. Anna, est-ce que c'est réglé ou pas? Ils sont en train de le régler, je pense. Je m'excuse. Euh, Alors là, il paraît que l'icône est revenue. Alors, je crois que c'est bon, Tifitri, on peut y aller. Merci beaucoup. D'accord. Allez-y. Merci à vous. Donc, je remercie l'UNESCO, l'UL pour l'invitation égale, l'Alliance, d'avoir associé le Maroc pour participer à ce webinaire. Donc, la présentation, c'est l'utilisation de la technologie en alphabétisation, le cas de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme au Maroc. Donc, la présentation se déroulera excusez-moi, sur 4 points essentiels: le contexte de l'alphabétisation au Maroc, l'introduction, l'utilisation de des nouvelles technologies en alphabétisation, l'Institut de formation métier d'Alpha et les opportunités et les défis rencontrés au niveau de l'Alpha au Maroc. Donc, tout d'abord, je représente l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, qui est un établissement public sous la tutelle du chef de gouvernement marocain, créée depuis 2007. Elle a pour mission principale la proposition au gouvernement euh, des programmes d'alphabétisation, comme mission aussi la coordination avec les différents acteurs nationaux pour la mise en œuvre des programmes d'alpha et la réalisation des services liés à l'alphabétisation qui concernent l'élaboration et la production des outils didactiques et des programmes destinés aux apprenants, l'organisation des formations professionnelles et aussi la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation au profit des apprenants analphabètes. Donc, le cadre d'intervention de l'agence est marqué par un contexte international et national, marqué par les éléments essentiels suivants. Au niveau du Maroc, on a la vision stratégique 2015-2030 qui guide le dispositif et le système de l'éducation et de la formation nationale. Il y a la loi cadre 51-17 qui a apporté depuis 2019 la réforme du système de l'éducation et de la formation, le nouveau modèle de développement qui a insisté sur la capacitation de capital humain et les ressources humaines en 2021. Il y a le programme gouvernemental actuel 2021-26, le cadre d'action de Marrakech qui a été validé lors de la Confinité A7 en 2022 et la lettre royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adressée aux participants de la Confinité A7, qui a insisté sur le renforcement de l'alphabétisation et du système de l'éducation et de la formation au niveau national. Tous ces éléments-là ont enrichi la stratégie nationale d'alphabétisation 2023-2035 et la feuille de route quinquennale de l'Agence nationale qui agit depuis 2023 à 2027 et qui intervient sur 20 projets afin de promouvoir l'alphabétisation et lutter contre l'analphabétisme. Tout cela, bien évidemment, pour faire baisser le taux d'analphabétisme au niveau national afin de l'éradiquer à l'horizon de 2030. En accélérant le rythme de nos interventions d'alpha, en assurant la qualité et la pertinence des programmes et en accroissant l'offre d'alphabétisation au profit des apprenants, bien évidemment. Donc,
Nos objectifs essentiels émanant de la stratégie nationale, c'est de renforcer la qualité des différents programmes d'alphabétisation, c'est d'améliorer la visibilité et la reconnaissance des programmes, ainsi que la valorisation des compétences acquises par les apprenants. C'est de contribuer à réduire les inégalités sociales et économiques en améliorant l'accès à l'éducation pour tous et en favorisant la participation active des citoyens à la vie économique, sociale et socioculturelle. Ceci, bien évidemment, en renforçant la qualité des apprentissages des citoyens, en diversifiant les méthodes d'apprentissage, en adoptant des méthodes actives, en développant aussi l'offre numérique et de la formation distancielle en complément, bien évidemment, des programmes d'alphabétisation en mode présentiel. Donc, le constat qui marque ce contexte d'intervention de l'agence en alphabétisation, c'est bien évidemment le nombre d'analphabètes ciblés par la feuille de route, qui a plus d'1 million d'analphabètes à former annuellement. Et il y a aussi les contraintes d'absentéisme au cours présentiel de certaines catégories de population, comme par exemple les agriculteurs lors des moments de leur travail. Il y a aussi les avancées technologiques et les chantiers sur lesquels agit le gouvernement marocain pour le développement du numérique et la motivation des apprenants et l'utilisation des smartphones et des moyens des TIS au niveau national. Tous ces éléments-là et ces constats ont favorisé l'intégration et l'utilisation de la technologie et des moyens de nouvelles technologies en alphabétisation, bien évidemment. Donc, l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme a aussi œuvré pour pour l'introduction de la technologie, une nouvelle technologie au niveau de l'alpha. D'une part, au niveau de la gouvernance des programmes d'alphabétisation et notamment au niveau du contenu, des outils didactiques et des supports utilisés pour l'alphabétisation. Donc, au niveau de la gouvernance, il y a la dématérialisation des processus administratifs et de gestion des programmes. Dans ce cadre, l'agence a mis en place un système d'information et de management des programmes d'alpha par lequel elle agit, elle gère en fait les programmes et les partenariats avec la société civile qui met en œuvre les programmes d'alphabétisation. Nous avons également mis en place un système de gestion des archives, un centre de ressources d'expertise en alphabétisation en partenariat avec l'UNESCO, le système d'information géographique qui nous donne une vision sur la répartition des analphabètes sur le territoire et la carte nationale du Royaume. Nous avons mis en place un bureau d'ordre électronique et un système de gestion des réclamations pour les bénéficiaires et les partenaires et les différents acteurs qui agissent avec l'agence. Et en dernier lieu, nous travaillons actuellement sur un système de gestion intégré. Donc, en plus de l'introduction de la nouvelle technologie au niveau de la gouvernance de l'alpha, on l'a mis au niveau de la gestion de la numérisation des programmes et la diversification des supports et des modes d'apprentissage au profit des apprenants. Dans ce cadre, l'agence a développé des applications mobiles en numérisant les programmes d'alphabétisation. Donc, on a actuellement 5 applications mobiles qui sont téléchargeables sur Play Store, qui sont Alpha Nour, c'est le programme destiné aux artisans du secteur de l'artisanat qui est numérisé. Alpha Tehil, qui est destiné c'est pour le deuxième niveau d'alphabétisation, le post-alpha. On a Alpha Bahar, qui est destiné pour les marins, et Alpha Flah, c'est le programme destiné aux agriculteurs analphabètes. Donc, ça leur permettra de compléter leurs apprentissages, bien évidemment, en complément des cours d'alphabétisation en présentiel. En plus de cela, l'agence a développé des capsules et des cours d'apprentissage enregistrés, à peu près 155 vidéos et cours enregistrés qui sont partagés avec les ONG partenaires en vue de les diffuser et de démultiplier l'usage au sein des classes d'alphabétisation et de les partager avec les formateurs et les éducateurs d'adultes.
Également, nous avons développé des cours d'alphabétisation télévisés à travers l'émission Agite Elmo, qui est diffusée à une chaîne nationale culturelle, la quatrième, Thaqafia, auquel on diffuse l'émission télévisée d'alphabétisation. En plus de la plateforme de formation destinée et le centre CREA qui sont ouverts aux divers apprenants et acteurs de l'alphabétisation pour soutenir les actions et les interventions au niveau des programmes d'alphabétisation. Donc, en plus de l'intégration des technologies au niveau des programmes d'alpha, donc l'agence a également travaillé sur l'introduction des nouvelles technologies pour les intervenants et les professionnels. Madame Ceci à Tifri, travers, oui, Madame Tifri, et vous regardez la montre, ça tourne. Est-ce que vous pouvez aller vers la conclusion, s'il d'accord. vous plaît? D'accord. Donc, une minute de plus. Donc là, l'agence a travaillé également à la mise en place de l'Institut de formation en métier d'alphabétisation, qui est un institut qui a été mis dans le cadre de projets de partenariat avec l'UNESCO, dans le cadre de la gestion déléguée et le financement de l'Union européenne. C'est un institut qui se veut inclusif, normatif, avec un cadre normatif de qualité de formation, modulaire et adapté, et qui est On vous entend plus, Madame Tifri. Je crois qu'elle a il y a des soucis de connexion et le temps, elle a débordé même de quelques minutes. Si ça ne vous gêne pas, on va remercier Madame Tifri. Je pense elle va nous rejoindre. Nous avons entendu à travers sa communication. Madame Tifri, qui adopte l'approche Madame Tifri, hybride de allô, formation. vous m'entendez? Elle a des soucis de connexion. Je pense on peut déjà faire une petite synthèse de ce qu'elle a déjà dit. Sa présentation était articulée autour de 4 points. Le Vous premier, c'est la m'entendez? présentation de... Non, vous avez eu quelques soucis techniques, mais je pense que nous vous remercions pour cette présentation extrêmement pertinente et pour des initiatives qui ont été développées au niveau du Maroc. Je pense on peut partager la présentation pour ceux qui veulent suivre la suite et certainement que les gens ne manqueront pas de vous poser des questions. Juste pour rappeler que votre intervention, c'était autour de 4 points. Le premier, c'était la présentation de l'ANALCA et à travers ces 3 missions. Le deuxième, c'était le contexte avec surtout le cadre d'intervention en lien avec la stratégie du Maroc et les objectifs que vous poursuivez. Ensuite, il y a l'utilisation, donc avec des constats, des constats, des mouvements de population, l'avancée de la technologie, surtout au niveau de la gouvernance, avec plusieurs modalités. Et ça, je crois que c'est un des aspects très importants dans cette communication. Les différentes applications, les cours à travers la télévision, les plateformes, pour assurer la formation à distance, et les cours également d'alphabétisation à distance. Et elle a terminé, c'est la partie que nous n'avons pas suivie parce qu'il y a eu des problèmes techniques sur l'Institut de formation. Merci encore une fois, Madame Ifri, pour ce partage très généreux. Et je pense que les gens ne manqueront pas Merci, Monsieur d'aller Tilly. visiter votre présentation pour plus d'approfondissement. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, nous passons la parole à Yuan Cheyi de l'Indonésie. C'est le directeur général de l'éducation de la petite enfance, de l'enseignement primaire et secondaire, du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie. Il va nous partager son expérience sur l'expérience et un apprentissage concret au niveau de l'Indonésie. Vous avez la parole. Thank you so much. Thank you for having us. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités afin de partager notre expérience en matière de technologie numérique. Je souhaite mentionner que mon équipe a préparé 32 diapositives, donc je vais en passer plusieurs et j'aimerais aller direct au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire que je pense que le parcours de chaque pays
est aligné au contexte. Et dans notre contexte national, nous avons des défis considérables concernant le nombre d'étudiants et d'enseignants. Nous avons 50 millions d'étudiants et nous avons plus de 300 000 écoles. Mais nous avons également des défis géographiques avec 17 000 îles. Et en matière de transformation de l'éducation, nous avons dû investir dans les technologies. Et donc, notre gouvernement, depuis 2019, en matière d'éducation et en matière de technologie, a pris la décision de tirer profit de telles technologies afin d'accélérer la transformation dans le domaine éducatif. Nous avons connu une crise d'apprentissage en Indonésie et afin de remédier à cela, en 2018, sur la base des résultats PISA, et nous avons appris que 70% de nos jeunes de 15 ans montraient des niveaux de compétences en dessous des normes internationales. Et nous avons dû également faire face à la pandémie, qui a également accéléré cette perte en apprentissage. Et donc, nous avons dû prendre cela en compte. Et pour remédier à cette crise, nous avons dû également faire face à la pandémie simultanément. L'Indonésie, à cause de notre système décentralisé, nous avons 552 gouvernements autonomes et cela rend les choses difficiles en matière d'ouverture d'école. Donc, nous sommes le pays avec la période de fermeture d'école la plus longue au monde. Et donc, ceci a eu un impact considérable sur l'apprentissage dans le pays. Prochaine diapositive. Donc, la transformation, surtout dans le domaine des compétences de base. En 2019, lorsque nous avons appris que nous avons dû apporter des solutions à cette crise d'apprentissage, nous avons établi une vision d'apprentissage libre. En bref, nous avons fixé un objectif qui nous oblige à mettre l'accent sur les étudiants et à mettre les étudiants au centre des interventions afin de faire d'eux des citoyens productifs et afin également d'avoir des apprenants tout au long de la vie sur la base de notre idéologie nationale, Pankisola. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Donc, l'une des stratégies que nous avons appliquées en 2019 a été de nous engager à l'apprentissage fondamental. Et donc, les compétences de base sont importantes pour les apprenants tout au long de la vie. Et donc, la première chose que nous avons fait, nous avons développer une évaluation nationale qui met l'accent sur les compétences de base afin de mesurer notre position. Et nous ne pouvons pas progresser sans avoir une idée précise de notre position actuelle. Et ensuite, nous avons apporté des modifications au programme scolaire. Nous avons écorté des programmes jusqu'à 40% et nous avons également aligné ces programmes au programme universitaire afin de nous assurer que tout au long du parcours éducatif, les programmes sont alignés et se basent sur les tests. Nous avons également aligné les tests au niveau universitaire afin de nous assurer que l'éducation secondaire met l'accent sur l'apprentissage fondamental. Afin de soutenir cette transformation, nous avons transformé le secteur éducatif et nous avons créé une nouvelle génération de dirigeants qui aideront à améliorer la situation en ce qui concerne l'apprentissage fondamental dans nos écoles. Et nous avons également créé un environnement propice à l'apprentissage efficace dans les écoles et en dehors des écoles. Il s'agissait d'un nouveau concept introduit en Indonésie afin de créer de meilleures communautés d'apprentissage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons des données issues de l'évaluation nationale afin de mettre au point des stratégies. Et donc, nous avons
effectué cette évaluation en utilisant des technologies et nous avons rassemblé les données et nous avons pu intervenir selon les données. Et donc, nous avons pu cibler les écoles avec le plus de besoins et nous avons donc fourni plus de soutien. Nous avons envoyé 108 étudiants d'université, 108 000 étudiants de l'université dans les écoles afin d'aider les apprenants à renforcer leurs compétences de base. Et nous avons également envoyé des livres que nous avons publiés, des livres de bonne qualité et qui sont pertinents et qui sont alignés aux programmes et aux intérêts des étudiants. Afin d'améliorer la culture de lecture, nous avons fourni ces livres et nous avons également formé les éducateurs, les enseignants, des techniques de formation de lecture afin de créer cette culture de lecture dans les écoles. Nous avons également fourni des subventions aux écoles qui montrent des niveaux de compétences de base faibles. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, voici les 3 plateformes que nous avons établies pour l'éducation de base et l'éducation secondaire afin d'améliorer le système éducatif et afin d'améliorer les qualités d'apprentissage fondamentales. Donc, nous avons rapport Pendikikan. Il s'agit d'un bulletin de notes qui est basé sur une plateforme pour les enseignants et qui est composé de principes qui aident les enseignants avec le management. J'aimerais maintenant parler de cette plateforme pour les enseignants. Cette plateforme est utilisée par plus de 3 millions d'enseignants. Et la plateforme est composée de 3 parties. Donc, nous avons une section pour les enseignants qui comporte des modèles et qui peuvent être utilisés pour enseigner à plusieurs niveaux. Cela aide également avec le développement professionnel des enseignants. Cette plateforme permet également un partage. Et ce partage est bénéfique pour les enseignants qui peuvent apprendre des autres enseignants et qui peuvent créer des communautés afin de pouvoir partager les meilleures pratiques. Notre contexte éducatif est divers et donc les enseignants et les étudiants peuvent apprendre des autres enseignants et des autres apprenants et peuvent partager les contenus sur la plateforme. Ce contenu est vérifié et cela aide la communauté à apprendre des enseignants et des apprenants. Avec le bulletin de notes, ce que nous avons est une plateforme où nous pouvons montrer les données d'évaluation nationale dans une forme ludique. Et il s'agit d'une application qui est accessible. Nous connaissons certains défis, mais les parties prenantes peuvent utiliser cette plateforme facilement. Et les gouvernements locaux, et nous avons 552 gouvernements autonomes qui peuvent voir la situation actuelle dans leur gouvernement actuel et planifier le budget sur la base des données de l'évaluation nationale et donc allouer les ressources. Les chefs d'établissement peuvent également évaluer la situation de l'école et gérer le budget en fonction des besoins. Et ceci aide à améliorer l'apprentissage et l'enseignement et l'acquisition des compétences de base. Prochaine diapo. Donc, je voulais partager avec vous ce que nous avons constaté en matière des résultats et en matière de l'impact. Nous
voyons certaines améliorations lors de l'évaluation nationale en 2021 en matière de niveau d'alphabétisation. 53% des étudiants avaient le niveau minimum en littératie. En 2022, le résultat de l'évaluation nationale a montré une augmentation, une amélioration de 8%. Donc en 2022, nous n'avions que 33% des étudiants qui avaient le niveau minimum en littératie et en 2022, ce chiffre est passé à 44%. Nous constatons un certain déclin au niveau mondial suite à la pandémie, mais nous avons gagné en 6 positions comparé à 2018, et ceci est suite à la résilience de notre système éducatif qui tire profit des technologies afin de transformer le système et afin d'aider les enseignants à travailler vers un objectif commun. Monsieur Iwan. Et je pense que cela m'amène à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci. Et je vais rendre la parole à Tidiane. Merci beaucoup, hein, ça vous tombez à pic vraiment pour cette présentation très illustrative de ce que nous devions, ou en tout cas ce que nous attendions d'elle. Vous avez rappelé le contexte, avec la taille, les grands défis auxquels l'Indonésie est confrontée, la taille de la population, la carte scolaire, les défis géographiques et la nécessité donc de faire appel aux technologies pour relever l'ensemble de ces défis. Ensuite, vous avez partagé votre expérience dans le cadre de la transformation avec l'accès aux apprentissages libres et l'évaluation des compétences qui vous a permis de mettre en place des référentiels qui sont alignés jusqu'à l'université pour assurer une continuité pédagogique, ce qui vous a permis également d'élaborer un certain nombre de supports. Et ensuite, a suivi une intervention très ciblée qui fait œuvre d'équité par la mobilisation de cohortes d'étudiants assortis de manuels et une formation des enseignants pour permettre donc d'alphabétiser en masse, en passant par des plateformes pour la formation des enseignants qui assurent une mutualisation et des interactions, et également des bulletins de notes qui favorisent un peu la gouvernance. Et vous avez terminé par montrer que toutes ces initiatives ont eu des résultats très positifs en augmentant le niveau d'alphabétisation au moins de 8%. Merci donc pour cette présentation très brillante et illustrative de ce que nous attendions. Et je crois qu'il y a des expériences qui peuvent être partagées au sein des pays de la Galles. Sans tarder, je donne la parole à l'intervenant du Sénégal qui va nous partager l'expérience de son pays sur l'intégration des technologies dans les programmes d'alphabétisation. Il s'agit de M. Dam Sek, qui est un fonctionnaire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui s'occupe de la VAE et de la formation des enseignants. Merci beaucoup. M. Sek, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Tidiane. Pour l'accueil et pour tout. Donc, puisque je n'ai pas trop de minutes, je remercie l'ensemble des pays et surtout les responsables de la Galles, tous les responsables confondus. Voilà, donc je vais y aller directement puisque nous n'avons que 8 minutes. Je me présente, inspecteur Damsek, depuis la direction de l'alphabétisation et de langue nationale du Sénégal. Diapo. Voilà. Donc, la première question qui nous a été posée, j'ai un problème avec, excusez-moi un peu. Voilà, merci, c'est réglé. Donc, dans quelle mesure votre programme national utilise-t-il les technologies numériques pour améliorer les résultats d'alphabétisation des jeunes et des adultes? Diapo. Donc, il s'agissait de 3 questions que nous avons mis dans le sommaire. La première question, je l'ai dit tout à l'heure, dans quelle mesure
notre programme national ici au Sénégal utilise-t-il les technologies numériques pour améliorer les résultats d'alphabétisation des jeunes et des adultes? La deuxième question, comment le programme national veille-t-il à ce que les technologies numériques soient accessibles et inclusives pour les apprenants, jeunes et adultes? Et la troisième question, et la dernière, quelles politiques ou stratégies ont été mises en place au niveau national pour soutenir l'application des technologies numériques dans l'alphabétisation? Diapo. On peut y aller pour le prochain slide. Voilà, merci beaucoup. Donc, au niveau du Sénégal, au niveau national, nous avons un programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Diapositive précédente, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et ce programme national intègre dans sa planification stratégique les technologies de l'information et de la communication pour renforcer l'environnement des apprentissages par la mise en place de TIS dans les centres d'EBJA, entendons par EBJA, éducation de base des jeunes et des adultes. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour le personnel d'alphabétisation et de l'éducation non formelle, au Sénégal, appuyé par l'UNESCO Breda, des documents en éducation bilingue appliqués aux TIC au niveau de l'EBJA et de la gestion des apprentissages dans les DARA. DARA, ce sont les écoles coraniques traditionnelles qui, jusqu'à une époque très récente, étaient dans notre programme EBJA. Jusqu'à il y a de cela quelques mois, ils ont été transformés de façon autonome au niveau d'une direction. L'un des 12 modules de formation des maîtres polyvalents et des facilitateurs en alphabétisation qui ont été élaborés porte sur les technologies numériques appliquées à l'EBJA. Parce que dans nos centres de formation pour les enseignants du formel, je dis bien, les modules qui servent à leur formation, il y a été intégré les technologies de l'information. Diapo. Slide, s'il vous plaît. Et maintenant, toujours dans la première question, comment le programme national utilise-t-il les technologies pour améliorer les apprentissages? Nous avons réalisé plus de 90 capsules audio. Et ces capsules audio ont été traduites sur les 6 premières langues codifiées. Je vais parler du Wolof, du Serer, du Diola, du Pulaar, du Mandinka et du Soninké. Ce sont les 6 premières langues codifiées au Sénégal. Une langue codifiée chez nous, lorsqu'elle est codifiée, accède directement au statut de langue nationale. C'est-à-dire que la langue a été écrite et est apte à être enseignée dans les écoles. Donc, nous avons travaillé avec ce qu'on appelle les radios communautaires sur l'ensemble du territoire national et ces capsules ont défilé en boucle pendant près de 5 mois, surtout durant la période de la COVID. Il y a aussi des clés USB avec les 14 décrets. Quand on parle de décret, au Sénégal, quand la langue est codifiée, il y a un décret qui l'accompagne pour dire que la séparation des mots et leur écriture, voilà comment on écrit. Cela, c'est pour parer éventuellement à ce que l'on n'écrive pas n'importe comment nos langues. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés de la transcription à l'écriture. Maintenant, nous écrivons réellement ces langues dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Et pour ces langues codifiées, ces 14,
Il s'agit du Wolof, du Serer, du Balante, du Hassania, du Diola, du Pulaar, du Mandinka, du Manjaku, du Mankagne, du Menik, du Non, de l'Onian, du Safi et du Soninké. Il y a aussi des guides pratiques pour les facilitateurs. Entendez par facilitatrices et facilitateurs les enseignantes et les enseignants qui s'occupent de l'alphabétisation des femmes, des jeunes et des adultes. Et tout ceci a été mis dans des clés USB avec l'appui de l'UNESCO Breda et ont été distribués aux populations concernées et aux formateurs. Il y a aussi l'utilisation des réseaux numériques. Aujourd'hui, avec la DLN, l'ensemble des experts au niveau national qui s'occupent des langues, des personnes ressources et même des personnes retraitées sont dans un groupe WhatsApp où instantanément peuvent répondre aux sollicitations de la directrice par rapport à des questions techniques concernant l'alphabétisation. Slide. Slide, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Merci beaucoup. La deuxième question, comment le programme national veille-t-il à ce que les technologies numériques soient accessibles et inclusives pour les apprenants jeunes et adultes? Il faut signaler que des ressources en langue nationale, les capsules pédagogiques ont été produites dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Apprendre à la maison, je l'ai dit tantôt, durant la COVID, diffusée à travers la chaîne Canal Éducation. Et la chaîne Canal Éducation est une chaîne exclusivement sous la propriété du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Il y a aussi les radios communautaires pour assurer la continuité des enseignements apprentissages durant la pandémie COVID-19. Ces mêmes ressources ont été embarquées sur des tablettes par le PROME, qui est un projet sur le numérique basé au ministère de l'Éducation nationale, en vue de contourner les divers obstacles liés à la connectivité. Parce qu'il peut arriver que cet enseignement à distance, si on n'est pas dans le bimodal, si on est toujours dans le synchro, il y a des zones qui pourraient ne pas accéder de temps à autre à Internet. Donc, nous avons mis les ressources dans les tablettes. Donc, que l'on soit connecté ou pas, les ressources sont déjà à l'intérieur. Les clés USB, j'en ai parlé tout à l'heure, distribuées aux facilitateurs des classes alpha par la direction de l'alpha et de langue nationale. Slide. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la deuxième question, on enchaîne. C'est pourquoi nous avons veillé à ce que les CRFPE, ce sont les centres de formation pour les personnels enseignants, soient équipés et préparés pour utiliser les TIC de manière adéquate, parce que c'est là-bas où sont formés et les enseignants et les facilitateurs par rapport à notre programme. Donc, afin de faire bénéficier à tous les enseignants de programmes de formation et de perfectionnement professionnel, pour qu'ils soient à l'avant-garde des innovations pédagogiques s'appuyant sur la technologie. Nous avons mis en place des réseaux et des plateformes qui permettent aux enseignants de partager les expériences et les approches susceptibles d'être utiles à leurs pairs et aux autres parties prenantes. Diapo. Diapositive prochaine. Merci. Maintenant, concernant les politiques et les stratégies mises en place au niveau national, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal avait déjà commencé à mettre en œuvre une stratégie du numérique éducatif. Vous pouvez accélérer un peu, M. Seck, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes presque au terme. Voilà, d'accord. Donc, ayant conduit à la mise en place du CIMEN. CIMEN, entendez par là, Système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Et du PROME, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le projet du ministère de l'Éducation nationale pour le développement du téléenseignement. Ces structures, entre autres, nous avons le web, la télévision, le téléphone mobile, les enseignements numériques, multimédia, radio. J'en ai parlé tantôt. Slide. Prochaine diapo. Voilà.
Donc, par rapport à ces ressources éducatives sous format numérique qui ont été mises dans des tablettes, maintenant, il s'agit maintenant des perspectives et des objectifs pour conclure. Il s'agit à terme d'autonomiser les femmes, de favoriser l'égalité pour combler le fossé entre les genres à travers une éducation de l'information aux médias, la participation à la construction nationale d'une société de l'apprentissage et à diversifier les filières. Et ça, c'est l'une des missions fondamentales de notre direction. La mise en place de la stratégie des écoles ouvertes, le développement d'une plateforme pour l'éducation de base des jeunes et des adultes, la digitalisation des outils et données de l'EBJA. Cela, je pense que Merci, c'est le Monsieur dernier, si je ne m'abuse. Seck. Voilà, ça tombe à pic. Donc, merci Merci. beaucoup pour cette présentation qui nous a permis de partager l'expérience du Sénégal, qui est centralisée dans un programme qu'on appelle PENEBJA, Programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes, en utilisant Magnifique. l'ETIC donc dans l'éducation. Et vous l'avez réussi grâce à à certains appuis, dont celui du bureau de l'UNESCO par les modules de formation de l'enseignant polyvalent, par les capsules, par des clés USB, par le canal Info, qui est une chaîne dédiée, les radios communautaires, les tablettes, etc. Et également, vous avez insisté sur la formation des enseignants pour pérenniser l'ensemble de cette politique à travers des plateformes et des réseaux, et également la mise en réseau de l'ensemble de l'expertise sénégalaise pour le développement lié au développement des langues nationales. Et vous avez terminé par la stratégie avec le système d'information et le PROME, qui est le projet du ministère pour le téléenseignement, qui utilise les supports, le web, téléphone, des enregistrements pour qu'il y ait donc l'accès à tous. Et enfin, vous avez terminé par les perspectives, dont donc l'approfondissement de l'utilisation des supports numériques. Merci encore une fois pour cette présentation enrichissante. Je crois qu'elle sera partagée pour que les différents intervenants puissent se l'approprier. Enfin, pour terminer avec les meilleures pratiques en matière d'utilisation des TIC pour l'apprentissage, nous allons visiter l'expérience de l'Institut national de l'enseignement ouvert de l'Inde avec Monsieur Rajiv Kumar Siam. Je m'excuse si j'ai écorné votre prénom. Vous avez donc la parole pour 10 minutes, s'il vous plaît. Merci. Thank you so much, Saul. From the land of Eh bien, merci beaucoup. Isabelle Kempf, tous mes remerciements. Vous qui êtes directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, je parle à vous tous de l'UNESCO, aux modérateurs de cette session, aux autres membres, aux autres intervenants de ce panel. Je parle à tous les intervenants ici de l'UNESCO et également tous les participants à ce webinaire. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis M. Rajiv Kumar Singh, directeur académique du NIOS, l'Institut national de l'enseignement ouvert. Dans ma présentation, il y aura 3 grandes parties. Tout d'abord, première partie, comment mon organisation est-elle impliquée dans la mise en œuvre de divers programmes dans le pays en matière d'alphabétisation. Ensuite, nous verrons quels sont les défis qu'a rencontré mon organisation lors de la mise en œuvre de ces programmes d'alphabétisation tout au long de la vie dans notre pays. Et nous verrons comment on a utilisé les technologies et ça a vraiment changé la donne dans notre pays. Et nous verrons quelles ont été les leçons apprises chemin faisant. Alors, j'aimerais peut-être vous dire qu'il me reste 8 minutes seulement pour pouvoir faire venir à bout de toute la présentation que j'avais réservée à ce webinaire aujourd'hui. Et je vais vous demander de bien vouloir l'afficher à l'écran, l'équipe technique, s'il vous plaît. Merci. Alors, on le sait, l'Institut national de l'enseignement ouvert est le plus grand institut au monde. Nous avons pratiquement 9000 centres d'apprentissage dans notre pays et dans le monde entier. C'est le plus grand système d'enseignement ouvert au monde.
Nous avons des programmes d'alphabétisation, donc d'acquisition de compétences de base, essentiellement pour les adultes analphabètes qui ne peuvent poursuivre simplement leur carrière, par exemple, car il leur manque ces compétences de base. Le NIOS est donc un institut de certification pour pouvoir s'adresser à ces individus. Nous avons environ 176,3 millions de certifications qui ont été délivrées. Et il y en a plus de 76 000,3 qui ont été donc certifiés, disais-je. Donc, un certain nombre de programmes ont été mis en place. Vous les voyez ici à l'écran. L'objectif principal de ce programme, c'est de permettre aux citoyens dans les zones rurales d'utiliser les TIC et d'utiliser donc ces nouvelles technologies pour acquérir ces compétences. Ce sont 16 millions d'adultes qu'on appelle maintenant les néo-alphabètes qui ont donc acquis ces compétences de base. C'était un programme entièrement en ligne avec des solutions de bout en bout jusqu'à la certification. Donc, la certification s'est faite par plateforme interposée. Une évaluation s'est également faite à distance. Le contenu est rendu disponible grâce à notre plateforme d'apprentissage à distance. Plusieurs approches ont en fait été adoptées pour pouvoir diffuser les contenus. Et il y a des chaînes de télévision par satellite, direct to home, qui ont servi donc de vecteur à ces programmes. Il existe également des tutoriels vidéo et audio qui ont été intégrés dans les manuels électroniques et dans les manuels d'auto-apprentissage. Donc, je l'ai dit, l'utilisation des nouvelles technologies peuvent changer la donne. Je vous en donnerai un exemple. En 2016, on a commencé à lancer ce programme et sa diffusion dans l'ensemble du pays et notre gouvernement a mis en place un concept qui s'appelle la passerelle unifiée et permanente. On utilise OPE et l'introduction donc de cette passerelle de paiement unique et unifiée a fait toute la différence dans notre pays. Malheureusement, le son est très haché pour l'interprète qui n'entend qu'une syllabe sur deux. Alors, en 2016, c'est à ce moment-là qu'on a lancé ce système UPA. Il n'y avait que 1 million de transactions qui étaient faites à l'époque, alors qu'en 2022, on est arrivé à 100 milliards de transactions grâce à cette interface UPA. Donc, les paiements à distance par UPA sont utilisés. Il y a des personnes qui sont certes analphabètes, mais qui peuvent néanmoins utiliser cette plateforme de paiement à distance avec une grande facilité. Nous avons rencontré également un certain nombre de défis alors que nous étions en train de mettre en œuvre les différents programmes d'alphabétisation par des méthodes conventionnelles et traditionnelles et autres. Nous n'avons pas toujours été en mesure de trouver les agences ou les interlocuteurs qui puissent assurer un partenariat avec nous. Nous avons commencé à mettre en œuvre ces programmes d'alphabétisation par le biais d'institutions certifiées dans l'ensemble du pays.
L'autre problème, c'était l'accès Internet qui était parfois très lent. Le débit Internet était lent, mais il faut savoir que le gouvernement a essayé de mettre en place des méthodes pour accélérer et améliorer l'accès à Internet. L'accès Internet qui désormais est bien meilleur marché. Il faut savoir que maintenant, on peut se connecter à Internet partout dans le pays. Le problème de l'accessibilité au réseau était une véritable difficulté au début lorsque nous utilisions donc les modes et les méthodes traditionnelles de diffusion de ces contenus. Donc, l'éducation pour tous dans l'année 2022. Eh bien, il faut savoir que ce programme sera diffusé en mode hybride. Il y a certains de ces composantes, cependant, qui existent déjà sur une plateforme. Il s'agit donc de système Otlas. Le système Otlas, donc, qui est une solution de bout en bout, un système d'enseignement, d'apprentissage et d'alphabétisation en ligne. Ça rentre dans le cadre de ces nouveaux programmes d'alphabétisation dans ces pays. Et il y a 5 composantes. Il y a tout d'abord les compétences de base, l'apprentissage de la numératie, tout ce qui est compétences de vie critique, compétences professionnelles, éducation de base et éducation continue. Alors voilà quelque chose de très important, les leçons que nous avons apprises. Il faut bien comprendre tout d'abord les antécédents des apprenants, tout ce qui est sociopolitique, socio-économique, tout ce qui est contexte sociologique des apprenants. Tout cela doit être appris, reconnu et on doit en tenir compte. Et il faut que la plateforme puisse s'inspirer justement des demandes et des besoins de ces groupes cibles identifiés. Il est important également de savoir que les disparités géographiques disparaissent grâce à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications. Il est important également de voir qu'il y a un changement de stratégie de mise en œuvre grâce au changement des technologies qui sont mises en œuvre et qui sont donc à la pointe de l'art. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment pour cette présentation très instructive à l'image de celles qui nous ont devancées et qui montrent qu'effectivement ici, on est dans un institut qui est ouvert au monde avec plus de 9000 centres. Je crois que c'est une population extrêmement importante qui s'occupe également de la certification avec 16 millions d'individus qui ont été certifiés via des plateformes avec l'utilisation de télévision, de tutoriels, avec donc cette affirmation très forte que les TIC peuvent changer la donne. Et l'expérience de la passerelle unifiée également est à mettre à profit. Il y avait des défis au départ, surtout le défi de l'accessibilité, mais qu'à la fin, on a compris que ça a été résolu et que tout le monde a la possibilité maintenant de se connecter. Et cela, offre des opportunités pour travailler en mode hybride. Beaucoup de leçons apprises, mais fondamentalement, la pertinence de partir des contextes des apprenants, d'entrer par la demande, aujourd'hui, la certitude, c'est que la technologie neutralise également les disparités géographiques et qu'il y a que l'usage des technologies change fondamentalement les stratégies. Donc voilà globalement les 4 interventions qu'on devrait entendre ce matin. Il est possible de tirer quelques gros enseignements de ce que nous avons entendu. D'abord, la nécessité et la pertinence de disposer toujours d'une politique nationale et d'une stratégie. Ensuite, de faire œuvre d'équité pour qu'il y ait une accessibilité et pour qu'il y ait une transformation efficace et qualitative des systèmes d'enseignement. Nous avons également compris qu'il est nécessaire de former les enseignants, tant à l'initial, comme le cas du Sénégal, qu'au continu, en continué, comme ce que nous avons appris au niveau de l'Indonésie. Du Maroc, nous avons également compris qu'il y a beaucoup de supports qu'on peut utiliser, et également, comme on l'a également noté au niveau du Sénégal, avec les capsules et différentes formes d'alphabétisation. Et ensuite, la dernière intervention nous montre qu'effectivement, il est nécessaire, il est important de faire œuvre d'ingénierie pour identifier la demande
et les besoins spécifiques des apprenants et que les technologies aujourd'hui peuvent nous aider à neutraliser beaucoup de difficultés, dont celles géographiques. Donc voilà à peu près, je crois que à la clôture, les gens reviendront, Rakat reviendra sur les différentes leçons apprises, mais le partage des différentes présentations nous permettra également d'aller en profondeur dans les contenus et au besoin de contacter les intervenants. Merci donc, je vous rends la parole pour la deuxième session et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup et merci aux présentateurs. Go ahead, vous avez la parole. Thank you very much, ladies and gentlemen. And now, Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers participants, chers orateurs. Nous arrivons maintenant à la deuxième session. Nous allons maintenant entendre nos intervenants qui représentent le monde universitaire, les organisations de développement et le secteur privé. Ils vont nous parler de l'impact de la technologie sur l'alphabétisation et du soutien qu'on peut en attendre. Ils partageront avec nous leur point de vue sous différents angles tels que l'équité, l'inclusion et ce qu'on appelle l'apprentissage intergénérationnel. Notre première intervenante cet après-midi, c'est Madame Jen Vanek, qui est directrice de l'apprentissage numérique et de la recherche à EdTech Center, World Education. Madame Vanek se concentrera sur le recoupement opéré entre les technologies de l'éducation et l'alphabétisation et soulignera également l'importance de placer les besoins des apprenants au tout premier plan des interventions d'alphabétisation lorsqu'on a recours à la technologie. Dans ce contexte, justement, j'aimerais adresser ma toute première question à Madame Vanek, précisément. Madame Vanek, vous nous entendez? J'ai une question à vous poser. Comment les éducateurs peuvent-ils garder l'équité au premier plan comme priorité lorsqu'ils intègrent la vaste gamme d'options technologiques pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture aujourd'hui? Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais être certaine que tout le monde peut bien m'entendre, ce qui est le cas et ce dont je vous remercie. Merci beaucoup de cette invitation à m'exprimer aujourd'hui devant vous pour partager certains des résultats que j'ai obtenus par le passé, que mes collègues également dans notre institut à l'EdTech Center ont pu réaliser. Pour répondre à votre question, je crois qu'il est très important de mettre l'accent sur l'équité, d'en faire une priorité quand on prend des décisions à propos de l'intégration des technologies éducatives. Il faut d'abord commencer par une compréhension de ce que sont les compétences des apprenants, leurs croyances à propos de l'utilisation des technologies et l'accès qu'ont les apprenants justement à ces technologies. Une fois qu'on a pensé aux apprenants, il faut explorer les différentes options technologiques qui existent pour pouvoir prendre des décisions sur la base de ces facteurs et sur la base des besoins exprimés. Ce qui veut dire que vous ne serez peut-être pas en mesure d'adapter immédiatement une nouvelle technologie dans l'immédiat. Vous aurez peut-être besoin d'attendre, de faire une pause, de réfléchir pour pouvoir déterminer ce que sont déjà les compétences et les faiblesses des apprenants pour s'en servir. Et ensuite, on augmente la complexité de ces technologies et puis on le fait d'une façon qui permet aux apprenants de véritablement acquérir ces compétences pour qu'ils soient plus à l'aise, ces apprenants, pour qu'ils puissent adopter cette culture, ces technologies dans leur vie civique et dans leur vie au travail. C'est ce qu'on appelle la résilience numérique. Donc, dans le cadre de mes travaux antérieurs, j'ai engrangé un certain nombre d'expériences et ce sont autant d'étapes que l'on peut suivre. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, il faut sonder les apprenants pour mieux comprendre les atouts et les besoins actuels de ces apprenants en matière de littératie numérique et d'accès au numérique. On peut le faire en utilisant, par exemple, un outil tel que DIGCOMP 2.0 qui est très utile, qui est très connu aux États-Unis et aussi en Europe. Il faut savoir que World Education a développé également un autre cadre de compétences numériques qui s'appelle Bridges Framework, le cadre Bridges.
Et en fait, c'est toute une série d'outils qui nous aident à comprendre les compétences numériques dont ont besoin vos apprenants et va diriger votre choix de technologie. Et il y a des suggestions, des ressources et des stratégies qui sont ensuite suggérées pour pouvoir enseigner ces compétences numériques. Et je pense que tous les liens dont je parle, toutes les ressources dont je parle, tout cela sera bien entendu partagé dans un lien à la fin de mes remarques. Il faut également, de manière répétée, utiliser quelle que soit la technologie numérique qu'on veut utiliser, il faut utiliser non pas la même technologie jour après jour, même si les apprenants sont habitués, même si cela a du bon, parce que à ce moment-là, les enseignants peuvent augmenter le nombre de tâches qu'ils demandent à leurs apprenants d'accomplir en utilisant cette même technologie. Et cela encourage également les apprenants à utiliser ces technologies en dehors de la salle de classe. Autre étape très, très importante, évaluer la technologie éducative que vous voulez utiliser pour déterminer si elle est faisable, la faisabilité de sa mise en œuvre. Et vous avez besoin pour cela de toujours vous mettre à la place de l'apprenant. Est-ce qu'il a accès aux outils? Est-ce qu'il comprenne bien comment utiliser ces outils? Et à partir du moment où ces outils existent et on sait les utiliser, alors on sait qu'on pourra aller de l'avant. Il y a également autre chose qu'il faut envisager, c'est très important. Pour que les ressources technologiques soient disponibles, il faut qu'elles soient faciles à localiser. Au Cambodge, par exemple, nous avons créé un inventaire, une liste de toutes les technologies qu'ont les éducateurs dans l'enseignement primaire et secondaire. Tout ce qui existe, en fait, une sorte de référentiel de ces technologies pour l'enseignement. Et vous verrez dans quelque temps un rapport qui explique justement de quoi il retourne avec ce référentiel des ressources didactiques. Enfin, ce qui est important, c'est d'intégrer un outil à la fois. Il ne faut pas que les apprenants se sentent débordés avec une pléthore de nouveaux outils, fussent-ils numériques, en classe. Il faut donc commencer petit et une fois qu'un outil est appris, vous passez au suivant. Et dans la mesure du possible, il faut toujours intégrer l'utilisation d'outils numériques en salle de classe, qui sont des technologies qu'on peut rencontrer au quotidien. Il est important pour les adultes de pouvoir contextualiser l'utilisation d'un outil d'une façon qu'ils considèrent comme ayant une pertinence. Donc, si vous savez que les adultes ont accès, par exemple, à WhatsApp, qu'ils l'utilisent dans leur vie quotidienne, qu'ils utilisent Telegram ou une autre application, eh bien, utilisez cette technologie en salle de classe, en présentiel, parce qu'ils ont déjà acquis une confiance dans l'utilisation de cet outil. Alors, j'ai fait une recherche sur le sujet avec des jeunes dans un programme d'éducation des réfugiés aux États-Unis et nous savions que ces jeunes utilisaient couramment Facebook pendant leur migration. Donc, nous avons intégré Facebook justement dans leurs cours d'enseignement de l'anglais et à la clé, il y a eu des enseignements très riches, tout simplement parce que nous avons utilisé cette technologie. Autre chose, nous savons, par exemple, au Malawi, ça a été le cas, qu'on utilisait des PDF avec les jeunes qui avaient le VIH, donc c'était compliqué d'avoir ces documents PDF et on les a aidés à numériser. Et on savait que le téléphone était disponible, qu'Internet était disponible, donc on savait qu'ils pouvaient télécharger les PDF sur leur téléphone et utiliser ensuite les contenus par téléphone interposés et ça les aidait à gérer leur dossier de personnes séropositives. Enfin, il est très important d'intégrer la technologie, le vocabulaire de la technologie qui sera nécessaire pour les apprenants, pour qu'ils comprennent les instructions, pour qu'ils puissent demander des conseils, pour qu'ils puissent poser des questions quant à l'utilisation qui doit être faite de cette technologie. Et dans mon travail de recherche, par le passé, nous avons remarqué que quand on met l'accent sur certains mots, ça fait toute la différence. Donc, il faut pouvoir enseigner ces mots dans la langue qui est importante pour les apprenants. Par exemple, le navigateur, Internet, ce genre de mots-là, tout ce qui est IA générative. Il faut que les apprenants puissent pouvoir en parler pour qu'ils puissent l'utiliser. Et enfin, je vous encourage à avoir accès également à une assistance technique. J'ai travaillé avec le ministère américain de l'Éducation. Nous avons créé une bibliothèque de ressources qui pourra vous y aider et vous trouverez beaucoup d'autres éléments à l'appui de vos politiques
tout ce qui est intégration des technologies dans l'enseignement en présentiel. Je vous remercie de m'avoir donné le temps donc de vous partager avec vous les résultats de mon travail. Merci, c'est très, très intéressant, effectivement. Effectivement, on travaille sur cette capacité à comprendre. Il s'agit d'alphabétisation numérique, important, effectivement, avant de pouvoir mettre en place les activités des plateformes numériques. Merci beaucoup et je crois qu'il y a un point que vous avez souligné. Utiliser une technologie, un outil à la fois, et ce sera meilleur. Et on comprend bien que les étudiants peuvent assimiler l'usage de cet outil plus facilement. Je passe maintenant à l'orateur suivant. Le professeur Jacob Simbi du département de la psychologie de l'Université des Zambie. Monsieur Chimbi va parler des effets et de l'apprentissage par téléphone et comment ceci peut améliorer l'alphabétisation des familles dans les zones rurales de Zambie. Nous avons avec nous le professeur Jacob Simbi. Et donc, j'ai une question à vous poser. J'espère que cela vous convient. La question est la suivante. À notre époque, les téléphones mobiles sont un outil crucial dans nos vies quotidiennes afin de pouvoir accéder aux informations et afin d'avoir accès aux opportunités d'apprentissage. Comment est-ce que l'apprentissage par téléphone a contribué à l'amélioration des niveaux d'alphabétisation dans les familles rurales en Zambie et quelles sont les contributions que vous pouvez partager de votre recherche? Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, nous vous entendons très clairement. Merci beaucoup pour cette opportunité de partager mes contributions concernant l'apprentissage par téléphone. Donc, tout d'abord, je ne suis pas professeur. Je suis actuellement doctorant et je poursuis mes études en Finlande. Nous avons utilisé la technologie téléphonique afin d'améliorer les niveaux d'alphabétisation dans notre pays. Nous avons lancé ce partenariat afin de tirer profit d'une initiative qui a été développée pour aider les enfants inalphabètes en Finlande. Et donc, nous avons trouvé que c'était une initiative que nous pouvions utiliser afin d'améliorer l'alphabétisation chez les enfants de façon générale. Donc, nous avons effectué une étude à l'Université des Zambie et nous avons découvert que les enseignants et les apprenants ont bénéficié de ce jeu mobile. Et donc, j'ai décidé moi-même de voir comment je pouvais étendre ces bénéfices à d'autres personnes dans notre pays et dans d'autres pays. Dans notre pays, les régions sont très éloignées et les enfants n'ont pas d'accès à ces contenus et les enseignants ne sont pas préparés. Et donc, ces apprenants ne peuvent pas vraiment bénéficier de cet apprentissage. Et donc, nous sommes rendus dans un district, dans une province, et nous avons pu introduire cet outil avec l'aide de notre partenaire qui nous finance. Et donc, comme je disais, nous avons fait en sorte que cet outil soit utilisé dans les foyers. Et donc, les seules fois où les enfants ont accès à ce contenu est à l'école. Et donc, nous avons pu aider ces apprenants afin qu'ils puissent prendre ces téléphones portables avec eux à la maison. Et nous avons expliqué notre motivation aux parents. Et les parents étaient ravis et voulaient participer à ce programme. Donc, nous avons fourni cet outil aux apprenants, aux élèves, avec la permission des parents. Et nous avons pu ensuite effectuer des tests de littératie afin de voir si l'initiative était efficace.
Et nous avons découvert que les résultats étaient positifs. Un aspect clé qui ressort de cette initiative était l'implication des parents qui ont vu à quel point les élèves répondaient de façon positive à ce programme. Et nous avons effectué une deuxième étude et nous avons impliqué les mêmes étudiants, les mêmes élèves, afin d'aider leurs parents à apprendre également. Et donc, nous avons impliqué 8 mères des enfants qui étaient impliqués dans le programme. Et ces enfants ont été choisis. Et comme vous le savez, les enfants arrivent très bien à utiliser la technologie et apprennent vite. Et donc, c'était facile pour ces élèves d'apprendre comment utiliser ces outils à leurs parents. Souvent, on nous pose la question, comment est-ce que vous avez navigué ce problème où les parents donnaient les instructions aux élèves? Et en fait, ici, c'était l'inverse. C'était les enfants qui apprenaient aux enfants comment utiliser ces outils. Et comme je l'ai dit, les enfants savaient très bien utiliser la technologie et donc ont pu aider leurs parents à utiliser ce jeu. Et nous avons ensuite testé les parents et ce que nous avons découvert que les parents eux-mêmes ont pu améliorer leurs compétences de base en utilisant ce jeu. Et ce qui nous intéressait était le fait que les compétences que renforçaient les parents pouvaient être utilisées dans la communauté locale. Par exemple, après le programme, suite au programme, l'une des mères a pu dire qu'elle était capable de lire la Bible et partager avec ses amis à cause ou grâce à l'initiative de jeu que nous avons établie. Donc, nous savons que cet outil d'alphabétisation peut améliorer la vie des apprenants, des enseignants, mais également la vie des parents. Les parents peuvent améliorer leur vie lorsqu'ils ont accès à l'information, mais cet accès est compliqué lorsqu'on ne sait pas lire. Donc, il est plus facile de pouvoir relayer des informations. Souvent, les parents disposaient de téléphones sur lesquels ils pouvaient recevoir des messages, des SMS. Et donc, les gouvernements peuvent envoyer des messages aux parents afin que les parents puissent être informés de ce qui se passe dans les écoles. Merci beaucoup. Je pense que c'est une idée formidable de pouvoir aider les enseignants, les apprenants et les parents. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience et j'espère que cette expérience pourra être appliquée dans d'autres régions. Il est important de tirer profit des technologies afin d'améliorer les perspectives des jeunes, mais également des parents. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir partagé cette expérience. Donc, nous parlons de l'enseignement des compétences de base chez les adultes et chez les jeunes. Nous devons mettre l'accent sur l'importance des médias et de l'information. Et cela implique la promotion de compétences de réflexion, surtout lorsque les informations sont utilisées, par exemple, dans l'enseignement. En ce qui concerne cet aspect, j'aimerais maintenant donner la parole à Madame Sangeeta Mahapatra, qui est représentante de l'Institut allemand pour les études mondiales et régionales. Et j'aimerais vous poser la question suivante. La question est la suivante. Quelles sont les stratégies pratiques que peuvent employer les enseignants afin de développer des compétences de réflexion critique parmi les apprenants, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à la désinformation et la mauvaise information? Et comment est-ce que les outils open source, tels que les ressources de vérification de faits, peuvent soutenir ces efforts? Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est un plaisir de pouvoir participer à ce webinaire de partage d'expérience et c'était un plaisir également d'écouter tous les intervenants. Nous sommes tous là afin d'obtenir plus d'informations
et de tirer profit de nos outils. Et je pense qu'il est important justement de renforcer les capacités. C'est un point qui a été évoqué. Et 3 aspects ont été mentionnés: la connectivité, la capacité et ensuite le contenu. Et j'aimerais ajouter à cela la criticalité. C'est-à-dire, lorsque vous me posez une question sur comment nous pouvons améliorer nos compétences en réflexion critique, il faut pouvoir enseigner de façon critique. Nous devons être à même d'examiner une information et la traiter. Donc, nous avons parlé tout au long du panel, tout le monde a fait référence aux outils technologiques d'apprentissage qui sont par définition des outils socio-techniques parce qu'ils opèrent dans un contexte spécifique et ces outils sont façonnés par des contextes particuliers, mais ce sont des technologies qui ne sont pas simplement des outils socio-techniques, mais qui sont des outils également politiques et qui façonnent notre façon de recevoir les informations. Et en tant qu'universitaire, je suis souvent confronté à la polarisation politique. Mais lorsque vous me posez cette question, comment est-ce que nous pouvons améliorer nos compétences en réflexion critique et quels sont les outils que nous pouvons utiliser, c'est toujours un défi de répondre à cette question parce que nous devons nous poser les questions suivantes. Quelles sont les terminologies qui sont utilisées? Quelles sont les images qui sont relayées? Quelle est l'histoire qu'essaient de raconter les médias? Alors, lorsque nous examinons une information, nous pouvons utiliser des outils, mais il est important également de faire en sorte que l'esprit critique des utilisateurs soit au rendez-vous. Et ceci est très important. Et pour ce faire, il est important de tenir compte de l'aspect suivant. Et c'est du moins ce que je fais et ce que je dis à mes étudiants. La première chose à faire, c'est de vérifier la donnée. Et il faut procéder à une vérification de cette information. Et il existe quelques règles. Tout d'abord, il faut voir cela à travers un prisme d'objectivité. Et cela, tant qu'on peut, parce qu'il est vrai que tous les êtres humains ne sont pas objectifs. Mais dans la mesure du possible, il faut être objectif afin de pouvoir recevoir cette information de façon correcte et d'utiliser l'outil de façon correcte également. Alors, lorsque vous me posez cette question, quelles sont les choses que je fais? Je peux également partager quelques outils, mais il existe des outils de base, que vous soyez chercheur, journaliste ou une personne qui cherche des informations fiables, vous pouvez utiliser l'outil de Google pour vérifier les faits. Vous pouvez vérifier des mots-clés. Et il existe tellement de biais dans les médias. Et donc, on peut prendre des mots-clés, des informations. On peut également vérifier des images de ce contenu. Et vous pouvez également vérifier l'URL. Vous pouvez mettre l'URL dans la boîte de recherche Google et vérifier le contexte autour de cette information. Vous allez pouvoir voir qui a vérifié cette information. Donc, ceci est un niveau de base pour vérifier si l'information est fiable ou pas. Et bien évidemment, certaines personnes vont dire qu'une certaine personne est trop politisée et ne fait pas preuve d'objectivité. Mais il est possible de vérifier l'information parce que l'outil va vous donner des informations plus crédibles et va vous dire si l'information a été vérifiée ou si l'information reste encore à être vérifiée. Donc ça, c'est le premier niveau.
nous avons maintenant beaucoup d'images disponibles. Donc, comment voir si l'image est crédible ou pas? Il est beaucoup plus facile de vérifier le texte. Et à l'ère de l'IA générative, c'est beaucoup plus difficile de vérifier une image, mais j'utilise InVid. Il s'agit d'un plugin que l'on peut télécharger et qui s'intègre dans le navigateur Google. Et dès que vous avez une image, vous pouvez cliquer droit sur l'image. Et si vous avez téléchargé InVid, vous pouvez immédiatement recevoir une notification pour vérifier l'image avec InVid. Donc, vous pouvez également faire cela. Il existe également un pléthore d'outils, TimEye par exemple, vidIQ également. Et il y a également un outil russe, Yandex, qui est un outil efficace à utiliser. Donc, on peut également effectuer des recherches ou des vérifications d'images de cette façon. Vous pouvez également vérifier quand le contenu a été publié, quelle est la terminologie employée par les médias. Est-ce qu'il s'agit d'un terme qui vous met en colère ou qui suscite une émotion particulière? À l'ère des réseaux sociaux, il est très important d'être prudent en ce qui concerne notre réponse, notre réaction aux informations, puisque ceci peut également aggraver le problème. Donc, il est important de vérifier, d'aller voir des organisations de vérification des faits crédibles, surtout les organisations qui sont certifiées par l'IFCN. Mais il existe beaucoup plus d'organisations qui ne sont pas certifiées, mais qui peuvent vous aider à vérifier une information. Nous parlons souvent de l'apprentissage, de l'amélioration de nos compétences en réflexion critique, mais la vérification de faits doit être quelque chose que nous faisons de façon systématique. L'intervenant avant moi a parlé de l'utilisation des applications mobiles afin justement de procéder à cette réflexion critique. Et en tant qu'universitaire, nous essayons de créer une application qui nous permet de vérifier les informations et de vérifier vos messages sur WhatsApp. Et donc, c'est quelque chose que nous devrions faire de façon systématique. C'est quelque chose que nous devrions faire instinctivement. Et c'est cela que je souhaite mettre en exergue. À l'ère actuelle, il existe beaucoup de mauvaises informations et de la désinformation, et donc il est important de s'équiper de certains outils et de faire preuve d'objectivité et de procéder à une vérification de faits systématique. En guise de conclusion, à l'ère de l'IA, il existe un pléthore de technologies que nous pouvons utiliser. Il existe un outil qui s'appelle Factiverse.ia. C'est un outil qui est facile à utiliser, surtout pour le contenu généré par l'intelligence artificielle. Nous nous entretenons avec les plateformes Google, Facebook, etc. Et Google, par exemple, génère des étiquettes qui informent l'utilisateur des contenus générés par l'IA. Et donc, il est important de faire attention à ce genre d'étiquettes et de notifications. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces expériences à destination des jeunes apprenants et des adultes. J'entends un message très fort, il faut vérifier, vérifier encore et toujours, un message très important et message reçu. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous allons maintenant
faire intervenir le secteur privé. On a entendu le milieu universitaire, les organisations internationales. Nous allons maintenant donner la parole à une intervenante du secteur privé. Nous sommes heureux d'avoir la Khan Academy parmi nous aujourd'hui. C'est Madame Supra Mittal qui représente la Khan Academy. Elle s'occupe de tout ce qui est partenariat et pour la numératie numérique et la numératie dans les contextes à faibles ressources. J'ai déjà une question que j'aimerais vous adresser. Quel est le rôle qu'une plateforme d'apprentissage en ligne comme la Khan Academy dans l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité en matière d'alphabétisation et de numération, en particulier dans des régions comme l'Inde, où il existe d'importantes disparités dans les possibilités d'apprentissage? Et quels sont les exemples de programmes ou de ressources que vous proposez justement aux apprenants marginalisés? Et pouvez-vous nous parler de la plateforme et des outils que vous utilisez? Madame Supra Mittal, c'est à vous. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai beaucoup appris déjà à l'occasion de ces présentations. C'est intéressant d'en apprendre plus sur ce qui se fait dans d'autres régions. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de pouvoir partager aussi les résultats de ce que nous faisons en Inde. Et je pense que ça peut aider et servir d'inspiration aux autres également. Alors, vous avez posé une question à l'instant. Vous avez parlé donc de la Khan Academy qui essaie de effectivement prodiguer une éducation de qualité à tout un chacun. Cela fait partie des principes de la Khan Academy depuis qu'elle existe. C'est ce qui la motive. Donc, on a commencé en 2009 ou 2010 à l'époque. Notre mission à l'époque, et elle l'est toujours, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse apprendre tout et partout. Il s'agit d'une mission très spécifique qui est là depuis que l'organisation a été créée et tout ce que nous faisons va dans ce sens. Nous voulons donner sens et donner vie à cette mission. Donc, du point de vue éducatif, nous voulons donner l'accès à des ressources éducatives de très haute qualité, qu'il s'agisse de maths, de lecture, d'écriture, de finances ou de toutes sortes d'autres domaines. Nous voulons que les apprenants puissent utiliser ces ressources et apprennent effectivement. Il faut savoir que c'est plus de 115 000 apprenants dans plus de 190 pays qui donc utilisent la Khan Academy chaque mois. Donc, nous avons presque 9 millions d'apprenants et donc certains utilisant uniquement la plateforme. Et maintenant, prenons un peu de recul. Qu'est-ce qui fait que la Khan Academy est une plateforme d'un type un peu particulier et qui permet justement d'avoir une telle empreinte et d'une telle présence? Certains des intervenants ont également partagé leur expérience. On a parlé de l'usage de la technologie. La technologie doit être facile et conviviale, facile d'utilisation. Donc, qu'il s'agisse d'un utilisateur ou un apprenant, il faut que cette technologie soit très intuitive, que l'usage de cette technologie soit intuitif. Surtout parce que la culture numérique en Inde est encore relativement faible. Donc, si une technologie est très complexe d'utilisation, ça n'aidera pas. Il faut qu'elle soit conviviale. Donc, nous avons travaillé en Inde et à l'international, et c'est la qualité des contenus qui fait toute la différence. Comment le contenu est-il conçu? Le contenu d'apprentissage est conçu de telle façon à permettre l'apprentissage, le processus d'apprentissage. Alors, je vais en dire un peu plus sur le sujet. Les apprenants apprennent le mieux lorsque ils peuvent avoir accès à ces contenus sous différents formats. En Inde, par exemple, les contenus sont disponibles dans plus de 6 langues. C'est la possibilité qui est donnée à une vaste majorité d'apprenants de vraiment s'approprier les contenus de l'apprentissage selon les modes qui leur sont les plus confortables et les plus aisés. Alors, parler de la qualité du contenu, c'est dire comment est-ce que le contenu est façonné. Et j'aimerais souligner un certain nombre de facteurs
qui rendent l'accès plus facile et améliorent la qualité de ces opportunités, de ces occasions d'apprentissage. Ce que nous faisons à la Khan Academy, c'est que les concepts sont vraiment, comment dire, morcelés en petits ensembles qui sont plus faciles à assimiler. On peut regarder des vidéos, par exemple, vidéos qui peuvent durer entre 2 et 5 minutes. Et les apprenants peuvent s'approprier le contenu de différentes façons, par le biais de questions qui sont posées. Et il y a différentes opportunités qui leur sont données de s'impliquer. L'idée, c'est que l'apprenant va pouvoir faire des tentatives pour poser des questions. Et si l'apprenant est bloqué, il y a des ressources auxquelles ils peuvent avoir accès pour pouvoir sortir de la difficulté dans laquelle ils sont. Donc, par petits morceaux. L'idée, ça n'est pas de mettre en place une plateforme de test, mais plutôt une plateforme d'apprentissage, apprentissage de différentes façons. Et pour cela, il faut comprendre les besoins des apprenants et des outils. On sait que les rythmes d'apprentissage ne sont pas les mêmes non plus en fonction des publics. Donc, la plateforme numérique peut être utilisée et elle est accessible par tous les apprenants à n'importe quel moment et de n'importe quel endroit. Il faut savoir que ce sont des contenus qui sont accessibles et qui sont gratuits, en contenu donc ouvert. Donc, un apprenant n'a pas besoin de commencer à un certain niveau. Si un apprenant ne comprend pas, eh bien, il suffit de revenir un petit peu en arrière, revenir à des concepts de base, à des concepts plus élémentaires, à des cours un peu antérieurs et ensuite monter donc en difficulté. Donc, il faut savoir que tout cela peut être fait à son propre rythme. Alors, ce qui rend la plateforme et le contenu également complètement axé sur l'utilisateur, c'est, eh bien, et ça fait la différence peut-être avec d'autres technologies et d'autres plateformes en ligne, c'est qu'on essaie de continuer d'impliquer les apprenants. Et il y a beaucoup de gamification à la base pour pouvoir fidéliser les apprenants, pour que les apprenants continuent d'avoir la motivation d'apprendre et d'apprendre sur la plateforme. Effectivement, ils se trouvent autonomisés, ces apprenants, ils vraiment s'approprient cette expérience et ils progressent grâce à des compétences qui vont les faire progresser ensuite. Donc, la plateforme. Nous voulons également améliorer l'éducation de qualité. Encore une fois, on est axé sur les besoins des utilisateurs et on comprend exactement l'écosystème et le contexte dans lequel évolue l'apprenant. C'est un petit peu comme la plateforme des apprenants, mais il y a une plateforme qui peut faire intervenir un coach, qui peut être un enseignant, qui peut être un parent, un autre intervenant qui va accompagner dans son voyage l'apprenant. Donc, l'apprenant n'est pas tout seul. C'est une partie prenante qui fait partie donc de cette trajectoire d'apprentissage. Ça peut être un peu comme le contexte d'un système scolaire. Le coach peut très bien prodiguer un certain nombre d'instructions en salle de classe et comprendre et accompagner le voyage de l'apprenant. Alors, j'aimerais parler plus particulièrement d'un programme qui existe ici en Inde. Alors, c'est un programme qui cible des filles déscolarisées de milieux défavorisés, donc qui sont très à la traîne dans leurs apprentissages. Et l'idée de ce programme, c'était de travailler avec le système scolaire pour voir comment la Khan Academy et la technologie pouvaient être intégrées pour pouvoir apporter une éducation de meilleure qualité pour leur donner accès à cette éducation de qualité. Et nous avons essayé de comprendre le système et de comprendre les lacunes de ces filles alors qu'elles voulaient rejoindre le système. Nous avons mis en place un programme et un cours spécifique sur l'acquisition des compétences des fondamentaux, des compétences de base. Et on a vu qu'il y avait donc un certain nombre de concepts qui étaient très, très importants pour que ces filles puissent effectivement utiliser également la plateforme, se l'approprier.
sachant qu'il y a des très, très grandes disparités donc dans les niveaux d'apprentissage en salle de classe. C'était très difficile pour elles de suivre en cours, alors que grâce à cette plateforme, il y avait une possibilité de rattraper ces retards et de vraiment bénéficier donc de ce système. C'est vrai pour les étudiants et pour les apprenantes. Donc, nous avons eu beaucoup d'impact auprès des filles qui ont appris à se servir du numérique. Ce qui est très important également, c'est l'attitude autour de ces filles apprenantes. Au départ, par exemple, elles pensaient que les mathématiques n'étaient pas faites pour elles. Elles n'avaient tout simplement pas confiance dans leurs capacités et désormais, on leur a donné confiance. Voilà, vous avez déjà dépassé votre temps de parole, donc merci de bien vouloir aller à vos conclusions. Alors, ce que je dirais tout simplement, c'est que la technologie, les bonnes techniques d'apprentissage doivent être mobilisées lorsqu'elles fonctionnent bien avec le reste de l'écosystème. Ces technologies peuvent être un véritable levier très puissant. On a parlé de s'inspirer du contexte, de favoriser l'accès, de développer les capacités. Il faut bien entendu agir sur tous ces leviers pour faire en sorte qu'on puisse répondre à sa mission. Et là, à ce moment-là, ça devient très autonomisant et responsabilisant pour les apprenants. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais le temps nous rattrape. Merci beaucoup, Madame Brahmita, qui vous vous occupez des partenariats et des programmes de la Khan Academy en Inde. Chers participants et chers intervenants, merci beaucoup de votre participation lors de cette session. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Zolodo Shalieva, qui va conclure cette session. Merci beaucoup à tous les intervenants qui ont contribué leurs idées lors du webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup aux collègues de l'UNESCO. Merci également aux interprètes qui ont fait un travail formidable. Et une plateforme a été créée afin que nous puissions partager et apprendre tous ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour procéder aux questions et aux réponses. Donc, j'aimerais résumer ce séminaire en soulignant les questions qui ont été énumérées par la directrice de l'Institut lors de ses propos liminaires concernant la connectivité, la capacité et le contenu. Nous avons entendu des expériences diverses de plusieurs pays GAL, mais également des pays qui ne sont pas membres GAL. Nous avons entendu des contributions concernant le domaine universitaire et l'utilisation des technologies intégrées. Nous avons également posé des questions par rapport à quelles technologies sont utilisées, pourquoi nous les utilisons et quels sont les types de technologies que nous avons à utiliser afin de devenir des utilisateurs critiques des médias. Et afin de continuer cette conversation enrichissante et afin de pouvoir partager d'autres idées, nous aimerions annoncer que le secrétariat GAL va annoncer une nouvelle communauté de pratique, un forum de discussion. Nous avons une plateforme en ligne et mes collègues vont partager les liens afin que vous puissiez vous inscrire pour mener à bout notre discussion sur cette plateforme. Nous aimerions également dire qu'il s'agit d'une plateforme en ligne où vous pouvez accéder aux enregistrements des forums, des webinaires. L'Institut sera ravi de pouvoir continuer cette discussion sur comment mettre les technologies au service de l'alphabétisation. Et nous aimerions également continuer à contribuer dans ce domaine. Et donc, j'aimerais vous remercier tous pour votre contribution active. Merci beaucoup d'avoir contribué via le chat. Et cette année, nous allons également organiser un 4e webinaire. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions subsidiaires. J'ai également une autre information que j'aimerais souligner. Nous allons organiser notre réunion annuelle GAL au mois de septembre et nous allons vous fournir d'informations supplémentaires concernant cet événement du bureau de
l'UNESCO. Merci beaucoup, merci de votre temps, et merci également aux interprètes pour le travail formidable que vous avez fait. Et merci également aux organisateurs de ce webinaire. Je vous souhaite tous une agréable journée. Merci beaucoup. Au revoir.